On m'a souvent demandé pourquoi j'avais choisi une carrière si peu féminine. Je n'ai pas choisi cette carrière. Ma destinée était toute tracée, sans doute avant ma naissance, et je n'ai fait que suivre une volonté dont j'ignore le nom. Étrange destinée que la mienne, dont je vais essayer de vous conter l'histoire. Je m'appelle Alice Guy. Je suis née en 1873, à Saint-Mandé, aux portes de Paris. Je suis morte en 1968, près de New York, à Wayne, dans le New Jersey. J'ai réalisé des centaines de films. Je suis la première femme cinéaste de l'histoire. Et j'ai été la seule au monde pendant 17 ans. Alice avait 5 ans lorsqu'elle rencontra son père pour la première fois. Elle venait d'effectuer un long voyage de 7 semaines en bateau entre la France et le Chili. Ses parents l'avaient confié bébé à sa grand-mère maternelle qui habitait en Suisse. Eux vivaient avec ses 4 frères et sœurs au Chili, où son père possédait des librairies. C'est étrange une rencontre avec ses parents à l'âge de 5 ans. C'est irréel. Le monde s'ouvrait à moi de façon spectaculaire. J'avais vécu toutes ces années avec pour seul horizon les bras de ma grand-mère, et soudain, je traversais l'océan, sur un paquebot gigantesque. Je découvrais les Antilles, le Brésil, les icebergs du détroit de Magellan, et puis les yeux transparents de mon père, sur le quai du port de Valparaiso. Alice resta 2 ans au Chili. Et puis un matin, sans explication, son père la réveilla brutalement et la ramena en Europe, sans sa mère. J'ai passé ma jeunesse au couvent. J'ai survécu à ces années noires grâce à mon imagination et aux livres. Je voulais devenir comédienne. Je voulais échapper à la réalité. Je ne voulais pas de la vie d'une femme mariée, soumise comme ma mère. Je voulais me construire un destin. Me voici à Paris en 1895, j'ai 22 ans. C'est Gaumont qui a réalisé ce petit film avec moi. Je travaille pour Léon Gaumont comme secrétaire depuis quelques mois. Il dirige le comptoir national de la photographie où se presse le tout Paris riche et mondain pour acquérir les derniers bijoux technologiques de la maison. Je rencontrai là des savants, des ingénieurs, comme Gustave Eiffel, Louis et Auguste Lumière, amis de M. Gaumont,
Des écrivains aussi. Émile Zola, Octave Mirbeau, mais aussi les grandes vedettes de cette belle époque. La Belle Otero, Cléo de Mérode, Dranem, Paulin et tant d'autres. Gaumont. Il a été élevé à la dure comme moi. Il a une ambition démesurée. Il me plaît. Moi aussi, je suis ambitieuse. Et de l'ambition, il en faut pour l'aider à construire son futur empire cinématographique. Nous sommes le 23 mars 1895. Et dans quelques minutes, Alice va vivre avec Léon Gaumont un événement qui va définitivement bouleverser leur vie. Les frères Lumière présentent leur cinématographe à la Société d'encouragement pour l'industrie à Paris. Louis Lumière, ami intime de Léon Gaumont, l'a invité. Gaumont a demandé à sa secrétaire de l'accompagner. À notre arrivée, un drap blanc était tendu contre un des murs de la salle. À l'autre extrémité, un des frères Lumière manipulait un appareil ressemblant à une lanterne magique. L'obscurité se fit. Et nous vîmes apparaître sur cet écran de fortune l'usine Lumière. Les portes s'ouvrirent, le flot des ouvriers en sortit, gesticulant, riant, se dirigeant soit vers un restaurant, soit vers son logis. Nous venions d'assister à la naissance du cinéma. Gaumont, comme Lumière, ne s'intéressait qu'aux problèmes mécaniques. Il ne tournait que des défilés de troupes, des quais de gare, des sorties d'usines. Je trouvais que tout ça tournait un peu en rond. M'armant de courage, je proposais à Gaumont d'écrire une ou deux scénettes et de les faire jouer par des amis. Ma jeunesse, mon inexpérience, mon sexe, tout conspirait contre moi. Je l'obtins cependant, à la condition expresse que cela n'empiéterait pas sur mes fonctions de secrétaire. Gaumont avait installé ses ateliers de fabrication à Belleville, où sa femme possédait des terrains. C'est l'époque où l'industrie prospérait dans un Paris en pleine mutation. Entre la rue Botzaris et la rue de la Villette, le quartier allait devenir progressivement le royaume de Gaumont. Alice perdait beaucoup de temps entre les bureaux de la rue Saint-Roch et l'usine de Belleville. Gaumont lui commanda de venir s'installer dans une petite maison qu'il possédait à proximité des ateliers, rue des Alouettes. Les établissements Gaumont deviennent alors le centre de l'existence pour des ouvriers et des employés qui y sont 7 jours sur 7. Ce monde mêlait sans distinction vie personnelle et obligations professionnelles. Dans ce bouillonnement d'une industrie naissante, Alice Guy fait naître la création cinématographique chez Gaumont. C'est là qu'il me concéda une petite terrasse couverte d'une verrière, ouverte sur un terrain vague. Et c'est dans ce palais que je fis mes premières armes. Un décor, peint sur un drap par un peintre éventailliste et fantaisiste du voisinage, des rangs de choux découpés par des menuisiers, des costumes loués autour de la porte Saint-Martin et comme artistes, une danseuse et des bébés braillards. Les mères inquiètes bondissaient à chaque instant dans le champ de l'objectif. Et voici comment mon tout premier film, La Fée aux choux, vit le jour. Le film eut assez de succès pour qu'on me permît de renouveler la tentative.
Ma fameuse Fée aux choux. Je dis fameuse car ce film incarne toutes les difficultés qu'ont les historiens du cinéma à faire le tri entre la mémoire des cinéastes qui, comme moi, ont écrit leur autobiographie et la datation des archives de l'époque. Ce film est-il de moi? Oui. Mais est-il de 1896? Les historiens penchent plutôt pour 1899-1900. Et encore, ils ne sont même pas sûrs que ce soit mon premier film. Une chose est sûre, en 1896, on fait des films à la Gaumont. Et moi, je suis bien là. Dans ce monde féerique créé par Alice, les filles ne naissent pas dans des roses. Elles naissent comme les garçons, dans des choux. Et ce sont les hommes qui poussent les landaux dans les jardins publics, victimes des obsessions de leurs femmes. Nos premiers clients étaient des forains. Je fus invitée la première fois à Rouen, chez les Greniers. Les projections avaient lieu dans une grande salle bâchée comme un cirque. Je pris place avec le public et j'assistais là à une grande explosion de gaieté. Une dame devant moi se tortillait sur un banc et entre deux éclats de rire suppliait « Assez, assez, je fais pipi ». Rue Saint-Roch, le comptoir de la photographie appartient à Léon Gaumont. Il peut être fier car il a réussi son pari. Grâce au succès de ses films, la maison ne vend plus seulement du matériel photographique, mais aussi des caméras projecteurs et même des films à projeter chez soi. Ce nouveau business était lucratif. Les clients étaient de plus en plus nombreux. Alors avec mon opérateur, Anatole, on s'est mis à fabriquer des films à un rythme infernal. 6 jours sur 7, parfois 7 jours sur 7. J'étais mordue par le démon du cinéma.
J'adore les tournages à l'extérieur. Trouver les décors, tourner dans les rues de Belleville, le parc des Buttes-Chaumont. J'aime la lumière du ciel de Paris et les accidents qu'elle provoque sur la pellicule. Je me bats pour obtenir de mes acteurs le jeu le plus naturel possible. Je suis obsédée par le naturel. C'est pour ça que j'aime tellement tourner avec les enfants. Alice Guy aime par-dessus tout les tournages en extérieur. Mais la nouvelle obsession de son patron, Léon Gaumont, c'est la création de son premier grand studio de prise de vue. Les travaux démarrent en 1904. Comme la Gaumont ne faisait pas les choses à moitié, ils avaient décidé pour construire le studio de prendre pour modèle la scène de l'opéra avec un plancher incliné et des ponts volants. Toute chose non seulement inutile pour tourner, mais nuisible. Une énorme cage de verre attenante, glaciale en hiver, brûlante en été, complétait notre nouveau domaine. Pour remédier à l'absence trop fréquente de soleil, on avait construit 2 lourdes herses supportant 24 lampes de 30 ampères qui nous procuraient de fortes insolations électriques. Que de soirées j'ai passées à demi aveugle, les yeux larmoyants sans pouvoir lire. Et enfin, une énorme cheminée d'usine projetait son ombre sur les décors toute la matinée. Pour faire la promotion de son studio, Gaumont me filme en 1905 en train de tourner une phonoscène avec un des bijoux technologiques de son invention, le chronophone. Le chronophone est un appareil qui permet de synchroniser l'image muette avec le disque d'un phonographe. C'est Gaumont qui inventa ce système de cinéma chantant, à défaut d'être parlant. Et voici le résultat. Pour remplacer la boxe française, on a pris la boxe japonaise. C'est très commode et plus connu, ça s'appelle le jiu-jitsu. Ce soir, t'as eu de la petite hortense, elle se met en position de défense. Elle dit tu voudrais me faire tomber, mais c'est ta gueule qui va traquer. Jiu-jitsu, là comme ça s'appelle. Et je reçois de la belle un coup de pied de jiu-jitsu. L'autre jour passant devant la chambre, sans pouvoir discuter nos membres. Mais il faisait tellement de potins, j'entends pot de balle et balai de train. Soudain mon député s'emballe et dit à un autre dans la salle: votre politique, moi voyez-vous, ça me fait l'effet du vadou. Jiu-jitsu, là comme ça s'appelle. Lui qui m'interpelle, je l'empoignais, jiu-jitsu. Alice Guy va tourner des dizaines de phonoscènes comme celle-ci. Le cabaret, l'opéra, le music-hall, autant de lieux où elle installe ses caméras pour le plus grand bonheur du public. Mais un projet plus personnel l'anime depuis plusieurs mois. Nous sommes en 1905. Alice prépare son premier film long, une grande fresque épique d'au moins 30 minutes qui raconte la vie du Christ.
Nous sommes en plein débat sur la séparation de l'Église et de l'État. Jésus est un sujet brûlant qui passionne toute la France. Les décorateurs Ménessier et Garnier, fils du constructeur de l'opéra, construisirent 25 décors solides. Quelques jours avant le tournage, en janvier 1905, le directeur des ateliers techniques, René Decaux, qui me faisait la guerre depuis 10 ans déjà, faillit ruiner mon film. Une nuit, il fit scier tous les châssis des décors de la vie du Christ pour en revêtir les tuyaux afin qu'ils ne gèlent pas. Charmante intention, n'est-ce pas? Ma vie du Christ coûta une fortune à la maison Gaumont. Je me demande si c'est pas à ce moment-là que Gaumont décida de m'expédier en Amérique. Un matin, il me dit « Eh bien, mademoiselle, toujours pas mariée ?»« Eh bien non, monsieur. Je suppose que j'aime trop mon travail. J'ai 30 ans. Je travaille dans un milieu où la norme bourgeoise veut que la femme soit avant tout épouse et mère. Je ne veux plus y penser. Je veux faire des films. » Est-ce pour sauver ma réputation que Gaumont me présente cet homme de 9 ans de moins que moi? Herbert Blacher était comédien à Londres avant d'être embauché comme opérateur chez Gaumont. Il n'a rien pour me plaire. Trop jeune, trop séducteur, trop anglais. Alice n'a Dieu que pour Feuillade, qu'elle vient d'embaucher comme scénariste. Mais Blacher s'impose bientôt dans le trio. Blacher est drôle dans le travail, quand Feuillade est toujours sérieux. Il est léger quand Feuillade est toujours grave. Il me désire, quand Feuillade ne s'inquiète que pour la santé de son enfant resté dans le sud avec sa femme. Pour la première fois de ma vie, je suis amoureuse. Mais je ne veux pas me marier. Mariée, vous savez ce que ça signifie en 1905? Je n'aurai pas plus de droits qu'un enfant, un fou ou un repris de justice. Il faudra que je demande l'accord de mon mari pour travailler, pour gagner de l'argent, pour tout. Je calme mes angoisses dans le travail. J'écris, je dirige, je tourne mes films qui sont ma seule raison d'être depuis presque 11 ans.
déjà. J'étais à peine mariée depuis 3 jours que je quittais le cœur gros, ma famille, mon pays, persuadée que j'abandonnais pour toujours mon métier. La traversée fut lugubre. L'arrivée à New York à 4 heures du matin, la vue de la liberté éclairant le monde, les gratte-ciel dans la brume n'arrivaient pas à chasser ma tristesse. J'entendais autour de moi des exclamations d'enthousiasme, dans une langue dont je ne comprenais pas un mot. Partout des immigrants, des femmes chargées de paquets, une ribambelle d'enfants attachés à leurs jupes. Cette scène m'inspira un film que je réalisai plus tard, en 1912. Alors que son mari dirige le petit studio américain de Gaumont à Flushing, dans le sud de New York, Alice crée sa société, la Solax. Elle vend les actions qu'elle possédait chez Gaumont et se lance. Elle devient la première femme productrice au monde. Alice Guy, que l'on appelle désormais Madame Blaché, sort son premier film américain en septembre 1910, intitulé The Doll, la poupée. Gaumont est furieux. Il n'apprécie pas mes désirs d'indépendance. C'est pourtant lui qui a fait le choix de ne faire qu'un seul contrat pour le couple et d'offrir ce contrat à mon mari. Me faire ça à moi, après 11 ans de bons et loyaux services. Mais je suis libre de monter mes studios, et la mauvaise humeur de mon ancien patron n'y changera rien. Je débutais vraiment par des films de cow-boys. Ils m'apprirent à lancer le lasso et m'offrirent mon premier revolver. Leurs petits chevaux cabochards démolirent plus d'une fois mes décors. Ces films étaient très prisés du public et je dois avouer que j'aimais chevaucher avec les cow-boys, diriger les scènes d'action en pleine nature et découvrir leur culture. Le héros est une femme. On ne se refait pas.
travaille jour et nuit. Chaque film qui sort de la Solax est un bout de moi. Je tourne 11 films en 1910, 109 en 1911. Je fais des films à la chaîne. C'est le business qui veut ça. Je sors 2 films nouveaux par semaine. Ce sont encore des run-reel, c'est-à-dire des films d'une bobine qui assure une durée d'environ 15 minutes de projection. Au début, aux États-Unis, je n'ai pas tout à fait réalisé que les relations entre les femmes et les hommes n'étaient pas du tout les mêmes qu'en France. Je pratiquais une mauvaise méthode. Je dirigeais d'une main de fer. Dans un studio français, c'est un conflit constant quand une femme essaie de diriger et de superviser des hommes dans leur travail. Ils n'aiment pas ça et ne se retiennent pas pour montrer leurs sentiments. Or, un gentleman américain, en entrant dans mon studio, suppose que je sais ce que j'y fais et que j'ai le droit de me trouver là où je suis. Je passais rarement une semaine sans être interviewée. Après la mise sous le boisseau que nous subissions en France, à l'époque dite héroïque, j'avais le droit d'être surprise. Il est vrai que je passais pour un phénomène, ayant été pendant 17 ans la seule femme metteur en scène du monde entier. Et puis j'étais française. Et la France était alors la première nation cinématographique au monde. C'est moi avec mon mari et Simone sur les marches d'un nouveau studio que je viens juste de finir de construire grâce au succès de la Solax. Nous allons bientôt quitter Flushing pour la nouvelle mecque du cinéma, Fort Lee. Je suis enceinte de mon 2e enfant. Ça sera un fils, Reginald. J'ai prévenu Blaché que ce serait notre dernier enfant. Tout le monde a oublié que Fort Lee a été la première grande place du cinéma aux États-Unis. Fort Lee, c'est ici, au niveau de la 125e rue de New York, de l'autre côté de l'Hudson.
À l'origine, c'était un village paisible, entouré de forêts que j'utilise dans mes films. Fort Lee offre des possibilités de décors extraordinaires. Cette belle allée arborée était située à quelques pas de mon studio. J'ai tourné une scène de Matrimony Speed Limit. Fort Lee, c'est aussi ça. Une baraque de pêcheurs au-dessus de l'Hudson River. Une nature intacte et généreuse. Des décors naturels qui subliment mes films comme ici dans The Ocean Wave. Griffiths tourne à Fort Lee pour la biographe depuis 1908. Il répète souvent « J'en ai marre de travailler comme un bêcheur de rue ». Il faut dire que les conditions de tournage sont rudes. Les rues ne sont pas goudronnées, on mange de la poussière toute la journée, on subit les aléas du temps de ce coin d'Amérique du Nord. Froid glacial en hiver, chaleur insupportable en été. Mais quel décor! À l'époque, aucun pont ne relie Fort Lee à New York. Il faut prendre le bac le matin pour traverser l'Hudson. C'est pour ça que les terrains sont si peu chers. Tous les producteurs new-yorkais ont besoin de place pour construire leurs gigantesques studios de verre. Alors peu à peu, toute l'industrie du cinéma US se localise là. Le Fort Lee des années 10 se transforme en un vaste chantier. Universal construit son premier studio de verre en 1912. Il voisine avec celui de Triangle Film. Champion Film et les studios Éclair sont là depuis 1911. Selznick, lui, a colonisé une rue entière. Samuel Goldfish crée la Goldwyn. William Fox, la Fox. Louis B. Mayer sort de terre la Metro Pictures. Le village de Fort Lee est devenu un immense studio de cinéma à ciel ouvert. Me voici en 1912 devant mon premier studio construit à Fort Lee. Ici, je tourne une scène de Fra Diavolo, en lumière naturelle. Voici l'intérieur de mon studio. C'est à l'époque le plus moderne de Fort Lee. Ma fierté. Je suis la seule femme au monde à la tête d'un studio américain. Et la première à réaliser en 1912 un film avec un casting d'Afro-Américains. L'enfance reste un de mes thèmes de prédilection. Les enfants poussent les adultes vers un jeu plus naturel, et j'adore ça.
Si le théâtre moderne évolue vers plus de vérité, je suis persuadée qu'il le doit au cinéma. Dans mon studio aux États-Unis, figuraient les affiches « Be Natural », « Soyez naturel ». Habituellement, Alice tourne ses films en 2 à 3 jours. Mais The Beast of the Jungle, Les Bêtes de la Jungle, son premier 3 bobines, va mobiliser tout le personnel de la Solax pendant 1 mois. Nous sommes début 1913. C'est la fin des courts-métrages. Le public et les exploitants veulent des films plus longs. 6 millions d'Américains fréquentent les salles de cinéma. Ils veulent de la nouveauté chaque semaine. Les films, toujours plus longs, sont de plus en plus chers à produire. Et les banquiers qui investissent n'hésitent plus à imposer leurs comédiennes. Mademoiselle Calvert. Jeune comédienne imposée par notre banquier. Elle était sa maîtresse. Je la fis tourner dans plusieurs de mes films, et voici comment elle me prouva sa reconnaissance. Nous dînions lorsque soudain elle se retourna vers mon mari et lui dit « Vous savez, monsieur Blaché, pour un réalisateur qui ferait de moi une star, il n'y aurait pas de limite à la récompense. » Je ferme les yeux sur les infidélités de mon mari. Je suis moi-même infidèle à nos engagements depuis si longtemps. Le cinéma prend tout mon temps. Il est mon unique passion. La guerre en Europe a fortement ralenti la production. Elle s'est reportée sur le marché américain. Les exploitants de Nickelodeon ont besoin de films, toujours plus de films. Il y a une telle pénurie qu'ils décident de devenir eux-mêmes producteurs. C'est la naissance d'Hollywood et l'avènement de la production industrielle. Pour eux, le cinéma est avant tout du business.
Ils imposent le final cut. En bref, ils ont pris le pouvoir sur nous, les réalisateurs. Le monde du cinéma vient de basculer. Pour mon mari, il n'est plus question de s'engager dans la production indépendante. J'ai 44 ans, Herbert 35, et la presse continue de me célébrer au détriment d'Herbert. Voilà une femme qui travaille dans le même business que son mari, mais n'a pas besoin de son aide. Chaque nouvel article me glorifiant est un coup porté à sa fierté masculine. Le différend entre les époux Blaché se creuse. La notoriété d'Alice est écrasante pour Herbert, qui en a assez de jouer le prince consort. Mais la presse reste fascinée par le talent de cette femme et sa place de première réalisatrice et productrice au monde. Elle continue de la mettre en avant, même quand Herbert a décidé de reprendre les rênes de la Solax et d'en devenir l'unique patron. En 1917, je fais un grand film d'aventure avec Bessie Love, comédienne révélée par Griffiths. Il lui avait confié un petit rôle dans son film culte Intolérance en 1915. Moi, je lui propose le premier rôle dans The Great Adventure. Elle va faire une immense carrière. À l'automne 1918, le metteur en scène et producteur français Léonce Perret me donna la direction d'un film avec une grande star, Dolores Cassinelli. Le salaire était mince, mais j'avais besoin de travailler. Mon mari était parti pour la Californie avec sa maîtresse Catherine Calvert. Après de longs mois de tournage, il fallut finir le film, le tirer, le couper. Perret me téléphona qu'il m'attendait chez lui pour fêter la fin du film. À peine arrivé, je perdis connaissance. C'était la grippe espagnole. Cette grippe fut terrible. Des millions de morts. 5 personnes de mon équipe tombèrent malades. 4 moururent. Herbert a joué en bourse toutes nos économies. Il a tout perdu. Je suis contrainte de vendre la maison de Fort Lee. Les enfants sont toujours en pension. Je suis seule comme jamais. Herbert Blaché travaille pour la métro à Hollywood depuis 1919. Il y a dirigé Ethel Barrymore dans The Divorce, sorti en janvier 1920. Puis il s'est fait engager par une grande star, Alla Nazimova, avec qui il réalise 2 films, The Brat et Stronger Than Death, plus fort que la mort. Nazimova sait qui je suis. Quand elle comprend qu'Herbert m'a abandonnée à New York, elle le somme de me rapatrier à Hollywood. Avec mes enfants. C'est à peine si je reconnais Reginald. Il a tellement grandi en un an. Ce ne sont pas les rêves de cinéma d'Alice Guy qui l'ont conduite à Hollywood. C'est l'espoir de retrouver son mari. Herbert essaya de faire engager Alice à la métro, mais elle refusa. Je sais ce que vous pensez. Une femme indépendante comme moi, souffrir à cause d'un homme qui la trompe. J'ai 47 ans. Je suis incapable de tout recommencer ici en Californie. Je ne m'en sens pas la force. C'est Herbert qui m'a emmené en Amérique. C'est à côté de lui que j'ai tout construit. Seule, je n'y arriverai pas. À 47 ans, en 1920, vous savez, on est déjà une vieille dame. C'est ça. Je me sens vieille. Elles seront si belles et si jeunes, les conquêtes d'Herbert.
fini par me rendre à l'évidence. Herbert ne m'aime plus. Il en aime une autre. Dans une ultime scène entre nous, j'ai tenté de le tuer avec ce petit revolver qu'un cow-boy m'avait offert dans un de mes premiers films. J'ai vendu tout ce que mon mari avait daigné me laisser. Il a bradé mon studio à Fort Lee, joué avec mon argent pendant des années. Il m'a ruinée. Il me laisse mes enfants. Simone a 14 ans, Réginald 11. Simone est maladivement attachée à moi. Je crois qu'elle est assez heureuse que nous quittions l'Amérique. Elle est surtout heureuse que j'ai cessé de faire des films. Sur le bateau qui me ramène en Europe, je fête mes 50 ans. Ça fait presque 30 ans que je fais du cinéma. J'ai réalisé des centaines de films. J'ai tout inventé à mes débuts chez Gaumont. L'Amérique des années 10 m'a offert la liberté de créer, de devenir une des cinéastes les plus célèbres de mon temps. Mais le cinéma en ce début des années 20 est définitivement trusté par les banquiers et les gros producteurs. Et ce n'est pas ma culture, cette culture de l'argent. Après mon retour en France en 1922, j'ai cherché à refaire du cinéma. En vain. La France se remettait à peine du désastre de la guerre. Le milieu du cinéma français m'avait oublié. J'ai passé les 40 dernières années de ma vie à rechercher mes quelques 800 films alors disparus. J'ai remué ciel et terre pour me faire reconnaître comme première femme cinéaste. J'ai été décorée à ce titre de la Légion d'honneur en 1958, grâce à Louis Gaumont, fils cadet de Léon, et au fondateur et directeur de la Cinémathèque, Henri Langlois. C'est ma fille Simone qui s'est occupée de moi jusqu'à mon dernier souffle le 24 mars 1968. J'avais 94 ans. Je n'ai jamais pu revoir aucun de mes films. Et moi, j'étais fille de libraire. Et j'adorais la lecture, j'avais beaucoup lu. J'avais fait un petit peu de théâtre d'amateur. Et enfin, il me semblait qu'on pouvait faire mieux. J'ai vécu 28 ans d'une vie si intense. Si mes souvenirs me donnent parfois un peu de mélancolie, je me souviens des paroles de Roosevelt. Il est dur d'échouer, mais il est pire de n'avoir jamais essayé.